Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on a un invité très, très puissant et très atypique et qui va relayer un message qui me tient beaucoup à cœur. Alors, c'est Sébastien Knight. Sébastien Knight, Sébastien, bonjour. Je vais te présenter si tu veux. Sébastien, donc tu es un entrepreneur du web, et en fait, je te remercie beaucoup pour m'accorder un peu de temps et accorder un peu de temps à mon audience, puisque tu es vraiment le convoyeur en fait vraiment du message que j'essaie aussi de passer à mon audience, parce que on a un parcours un peu qui se retrouve. Tu étais assez salarié, tu as réussi rapidement à sortir du métro, boulot, dodo, bien plus rapidement que moi, et tu t'es passé massivement à l'action pour avoir quelque part un peu un système qui travaille pour toi et qui te permet de profiter de la vie comme tu veux. Donc, c'est exactement ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui avec mon audience. On va un peu parler aussi d'immobilier pour savoir ce que tu en penses sur le sujet et, euh, et voir un peu quelles sont les techniques que tu utilises sur le web. Parce que à côté de l'immobilier, comme je le passe souvent à l'audience, c'est vraiment l'entrepreneuriat aussi qui permet de vivre différemment. Et comme tu as beaucoup de succès, alors tu n'en es pas ta première entreprise, tu en as fait plusieurs. Tu as commencé par du coup une entreprise de salsa, tu as aussi fait des cours entre guillemets de séduction en ligne, et puis maintenant tu es dans le web marketing, ou même le marketing. On t'appelle le marketeur français, ton surnom qui te vient du coup des États-Unis parce que tu te formes beaucoup là-bas. Donc c'est pour ça que moi je me suis vraiment rapproché de toi, parce que je voulais apprendre ces techniques d'entrepreneuriat du web en fait. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de faire cet entretien pour un peu rencontrer un mentor et quelqu'un qui nous montre un peu la voie, parce que dans la vie, il faut vraiment ne pas chercher à se comparer, mais s'inspirer. Et du coup, moi, tu as été un peu mon inspirant pour la partie non pas immobilière que je communique à mon audience, mais surtout la partie entrepreneuriale. Donc, voilà une petite introduction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que j'aurais peut-être oublié et réconforter un petit peu quelques points? Merci. Écoute, en introduction, j'aimerais dire que je suis très content de pouvoir faire cette interview. Merci. L'état d'esprit que tu promeus autour de l'investissement immobilier et de l'impact que ça a, en fait, que de pouvoir se libérer parce qu'on se génère les rentes immobilières, de se libérer, d'avoir du temps, d'avoir les moyens de donner à sa famille la vie qu'on veut. Pour moi, c'est un message qui est important. On va en parler pendant cette interview. Ça fait partie pour moi de la liberté de l'entrepreneur libre que d'atteindre la liberté financière grâce à son entreprise et de pouvoir l'utiliser pour investir. D'autres personnes font d'abord l'investissement immobilier et deviennent entrepreneurs par ce biais. Donc voilà, c'est un sujet qui, je pense, va être très intéressant et à aborder ensemble dans l'interview. Bon, mais super. Du coup, peut-être pour juste faire le lien avec l'immobilier, toi, au départ, tu as choisi carrément une autre voie, en fait. Parce que du coup, tu étais salarié. Tu as travaillé une année en tant que salarié, si je me rappelle Moins que bien. ça, moins que ça. Donc, tu as lâché prise avant. Tu as dit vu que ce n'était pas pour toi. Alors, en fait, ce que je confesse et que je raconte donc dans Profession Entrepreneur Libre, c'est que mon parcours, je n'étais pas du tout fait pour être entrepreneur. Et la plupart des gens pensent que, en fait, on est entrepreneur, alors qu'en fait, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Moi, Mhm. j'étais en fait né pour être ingénieur en informatique. Quand j'étais en quatrième au collège, on m'a fait une snow test d'orientation et ça disait que je devais être cogniticien. Alors, c'est un métier qui a disparu, donc heureusement que je n'ai pas fait ça. Cogniticien ou informaticien. Donc, j'ai dit, je veux être informaticien. On m'a dit, ben voilà, le mieux, c'est de travailler dans une société de services en informatique, une SS2I. Pour faire ça, il faut être ingénieur. Pour faire Ouais. ça, le mieux, c'est de faire une grande école. Pour faire ça, le mieux, c'est de faire une classe prépa. Pour faire ça, le mieux, c'est de faire S. Et donc, en fait, depuis la fin du collège jusqu'à 8 ans plus tard, avoir fait donc, les 3 années de lycée en fonction de cet objectif, 2 années de prépa en fonction de cet objectif, 3 années de l'école centrale en fonction de cet objectif, je suis arrivé dans le job, on m'a proposé un CDI dans la boîte que je visais depuis des années, Ouais. au job que je visais depuis des années, au salaire que je visais.
Et en fait, je suis arrivé là, et au bout de 4 semaines, j'en pouvais plus, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Tellement, c'était la déception en fait. Ouais. C'est atroce d'avoir exactement ce que tu as Ah, désiré pendant longtemps et de te rendre compte que ça ne te convenait pas. c'est Et clair. donc là, ça m'a pas pris un an, ça m'a pris 4 semaines pour me rendre compte que j'étais très mal. Et ça m'a pris 4 mois pour comprendre, mais en fait, cette sensation de malaise, elle n'est pas liée, enfin, elle n'est pas liée à un truc du moment, ça va vraiment être toute ma vie si je reste dans ce job. Et jusqu'au moment où j'ai eu le déclic, où j'ai dit ça suffit, j'étais à un arrêt de tram École centrale Audencia à Nantes en train d'attendre le tram pour aller au boulot, et où j'ai dit non, ok, je pose ma démission, je vais créer mon entreprise parce que je ne peux pas continuer de travailler dans cette boîte, grosse boîte, impersonnelle, Ouais. laisser quelqu'un décider de mes emplois du temps, laisser quelqu'un d'autre décider de mon salaire. Je veux être à mon compte. Et du coup, il y a deux choses très intéressantes. C'est bon, moi personnellement, j'ai mis 10 ans à comprendre que j'étais pas à ma place. Donc félicitations, c'était un peu plus rapide. Mais souvent, en fait, les personnes que je peux rencontrer, quand elles arrivent à cette douleur, où on s'aperçoit qu'on n'est plus à notre place dans notre job, dans notre boîte, ben, on se met en quête de revenus passifs. Et quand on fait des recherches sur des revenus passifs sur Internet, on arrive très rapidement à l'immobilier. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes partent vers l'immobilier, alors que toi, tu as fait un shift totalement différent. Et je serais intéressé de savoir si tu fais l'immobilier aujourd'hui ou et aussi pourquoi est-ce que tu as pris directement l'option entrepreneuriale et pourquoi l'option entrepreneuriale sur le web pour vraiment te lancer et être aligné avec ce que tu voulais faire comme message et comme activité professionnelle en fait. Ok. C'est beaucoup Alors trois pour moi, il y a questions. voilà, si je prends voilà, j'allais dire, voilà, si je déplie la question, il y a trois parties. Premièrement, comprendre le pourquoi de mon choix de départ, comprendre en fait ce que je fais aujourd'hui et comprendre le pourquoi de mon choix d'aujourd'hui. Le pourquoi de mon choix de départ, c'est, comme je dis, la création de l'entreprise, ça venait d'un besoin de liberté mais un besoin de liberté, ce que je vais appeler de liberté active. Je voulais décider combien de temps je vais travailler, à quelle heure, avec quel client, quand, comment, les conditions. Et donc, pour moi, c'était évident que cette vie professionnelle allait être une vie entrepreneuriale. Il ne faut pas qu'on me dicte comment j'allais travailler. Alors, comme j'explique dans mon livre, il y a aussi la voie d'être intrapreneur. C'est possible dans une PME de dire je vais prendre en main le département commercial ou je vais prendre en main le département des nouveaux produits et je vais être en fait, entre guillemets, entrepreneur à la tête de ça dans l'entreprise. Et certaines entreprises deviennent très grosses là-dedans. Par exemple, je connais un des vice-présidents de Agora. Eh bien, il est en fait, c'est une entreprise où chaque département est une entité séparée. Ouais. Donc, collectivement, ils font 1,5 milliard de chiffre d'affaires, alors qu'en fait, ce sont des petites entreprises où il y a à la tête, je connais un de leurs présidents, voilà, il fait 100 millions par an et il faisait 50 millions la première année de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, c'est comme si c'était un mastermind d'entrepreneurs qui se soutiennent et qui font partie d'une entité globale. Donc, c'est une option que d'être intrapreneur. Moi, je savais que je ne voulais pas être intrapreneur chez Unilog, je ne voulais pas être chez Unilog, je voulais me barrer, je voulais être à mon compte. Donc, ça, c'est la raison du départ. Maintenant, au départ, la notion financière n'était même pas un des facteurs de ma décision. C'est-à-dire, quand j'ai fixé mes objectifs, quand j'ai discuté avec mes parents qui avaient quand même financé mes études et qui ne voulaient pas que je prenne le risque de jeter mon diplôme à la poubelle, je leur ai dit, écoutez, je me donne un délai de 1 an et au bout d'1 an, mon entreprise va me rapporter autant que Unilog proposait de me payer dans mon contrat à durée indéterminée de travail à plein temps. Et donc, mon objectif, si tu veux, n'était pas de devenir riche ou de liberté financière, c'était d'être juste payé comme j'aurais été payé de toute façon, Okay. mais via mon activité. C'est que plus tard que je suis allé à un séminaire de Tony Robbins où il racontait comment il est passé de 34 000 dollars à 1 million de dollars en genre 1 an. Et que j'ai réalisé, mais en fait, 34 000 dollars, ça correspond quasiment à l'euro près à mon objectif de chiffre d'affaires de la première année de mon entreprise. Je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'un jour, je pourrais faire des millions. En fait, je n'avais jamais réalisé ça. Donc, si tu veux, ça a pris du temps pour que cette petite graine germe. Et ça a pris des années avant que je comprenne le principe, que j'en entende parler du principe de liberté financière. Personne n'en parlait à l'époque en France en 2005, tu vois, ce n'était pas un sujet très commun. 2006. Et
Ça a pris des années avant que j'en entende parler, que j'assiste à des séminaires. Et ça a pris encore des années avant que je le comprenne. J'ai compris relativement tard dans ma vie d'entrepreneur ce que c'est réellement la liberté financière. Pas la liberté entrepreneuriale, mais la liberté financière. Et donc, j'ai découvert mon mentor, Monsieur Moni Moustache, que tu connais peut-être, un blogueur américain qui est parti à Ouais. la retraite avec sa femme grâce à ses investissements. Et j'ai décidé en fait de suivre cette même voie. Donc, on en arrive à qu'est-ce que je fais aujourd'hui en termes d'investissement et de liberté financière. Aujourd'hui, j'applique les conseils d'une de mes amies et mentors, Anne Wilson, qui en fait m'a décrit ce qui sont, elle était le portefeuille d'investissement qu'elle m'a recommandé par rapport à ma situation, qui était d'avoir 40% de mon patrimoine en immobilier, 40% de mon patrimoine en instruments financiers, en bourse, mais on va dire seulement des index, des trackers indiciels, donc des OK. choses qui sont la bourse, l'investissement de père de famille, et 20% en investissement dans des petites entreprises qui ne sont pas la mienne. OK. D'accord. Et, et donc, si tu veux, c'est un plan que j'ai mis en œuvre sur plusieurs années parce que ça m'a pris du temps d'apprendre chacun de ces domaines. Et donc, pour répondre à ta question par rapport à l'investissement immobilier, j'ai créé une société dans le but d'investissement immobilier ici. Je suis en Guadeloupe. Et donc, j'ai 2 associés sur ce projet. Et là, nous sommes en train, en fait, de faire les recherches pour nos premiers investissements dans ce domaine-là. Donc, j'ai déjà des investissements en bourse. J'ai ma société qui m'a rendu libre. Aujourd'hui, je travaille 1 jour par semaine sur mon entreprise. Et je suis en train de mettre en place le reste du plan. C'est ça qui est très intéressant parce que, en fait, quand on commence par l'immobilier, on va attaquer par la voie, en fait, indépendance financière. C'est-à-dire qu'on va être capable de se remplacer son salaire par des revenus passifs, mais on n'explose pas totalement. Et il faut vraiment faire appel à l'entrepreneuriat pour atteindre notre palier, donc la liberté financière. Et donc, du coup, toi, tu l'as fait à l'inverse des gens qui sont un peu comme moi, restés dans la douleur du salariat ou qui ont fait avec. Et du coup, on prend l'immobilier parce que c'est clair que ça demande, je pense, plus de temps que de se lancer directement dans la voie entrepreneuriale, que de se lancer dans l'immobilier. Donc, quand on est salarié et qu'on n'est pas prêt à tout quitter comme toi tu l'as fait, ou moi je le fais, mais après avoir investi, on va dire, c'est clair qu'on atteint la liberté financière, vraiment le stade au-dessus que plus tard. Et donc, du coup, si aujourd'hui tu devais recommencer, pour atteindre vraiment ce palier de liberté financière, où comme tu dis, tu travailles quand tu veux, X jours par semaine, quand tu le décides vraiment, tu es vraiment libre, tu n'as même plus de souci à te poser. Ce n'est pas que tu as remplacé tes revenus du Nilog, là tu es vraiment à un autre niveau. Si aujourd'hui tu devais repartir de zéro, est-ce que tu aurais des 3, 4, je ne sais pas, X conseils à communiquer aux gens qui ont envie de se lancer un peu dans le mode, du coup, Olivier Roland, que tu connais très bien pour l'avoir lancé, parce que je pense vraiment que comme il le dit et comme tu le dis, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'apprendre à monétiser le peu d'expérience qu'on peut avoir en plus ou l'expertise qu'on peut avoir en plus par rapport à d'autres personnes, peu importe le domaine d'activité. Donc, si aujourd'hui une personne est intéressée par l'immobilier ou intéressée par, je peux dire, le sport, alors on pourrait citer la permaculture, on pourrait citer plein de domaines. Si une personne qui part de zéro et que plutôt elle veut pas prendre la voie immobilier pour se construire des revenus passifs et une indépendance financière, mais qu'elle a la force et l'énergie pour partir directement dans l'entrepreneuriat, entrepreneur web, parce que là, on ne parle pas d'entrepreneuriat physique où il y a beaucoup plus d'autres contraintes qui sont quand même, voilà. Ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner à ces personnes qui se lancent dans le vif du sujet? Alors, pour encadrer un petit peu le contexte, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre parce que il faut décider à un moment donné qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie professionnelle et aussi quel est le véhicule qui va nous permettre d'être libre financièrement. Ce n'est pas nécessairement la même chose et il y a plusieurs raisons de faire un choix ou l'autre. Par exemple, moi, je savais que être entrepreneur, c'était ma décision pour ma vie professionnelle. Indépendamment de la question de l'argent, il fallait que je sois à mon compte. D'autres personnes vont dire, mais voilà, écoute, je travaille à la caisse d'allocation familiale et
Et en fait, ça me plaît. Je suis bien là. J'aimerais bien ne pas devoir compter sur le système de retraite par répartition parce que, parce qu'il y a des gens qui vont dire, à mon avis, ça va se casser la figure. D'autant plus pour peut-être s'ils travaillent à la CAF, ils vont se dire, oh là là, ça va se casser la figure. Ils vont dire, OK, je peux faire assurer mes arrières et être libre financièrement. Et en fait, quel que soit le job qu'on fait, qu'on soit salarié ou entrepreneur, intérimaire, quel que soit le statut qu'on a, être libre financièrement, ça nous donne un pouvoir, une liberté de choix, en fait. Ça nous permet de faire un meilleur travail. Ça ne veut pas dire qu'on va choisir de ne jamais travailler. Par exemple, comme je disais, je travaille qu'un jour par semaine pour mon entreprise. Mais le reste du temps, j'apprends des langues étrangères, j'en parle 6 couramment. Je prends des cours de guitare, je prends des cours de parachutisme en solo, je fais des activités de ma bucket list, mais aussi le reste du temps, j'écris des livres. Par exemple, Profession entrepreneur libre, je l'ai écrit sur mon temps off. Et ça m'a pris, j'ai passé autant d'heures à travailler pour écrire ce livre que j'en ai passé à développer mon entreprise. Bon, mon entreprise fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mon livre ne va pas me rapporter 1 million d'euros de vente. Enfin, je vais en vendre plein, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, je passe par un éditeur classique. Je suis chez Alizio, Albin Michel. Le livre, quand quelqu'un achète le livre, c'est pas ça qui nourrit ma fille de 2 ans, si tu veux. C'est mon travail avec mon entreprise. Quand tu écris un livre, en fait, c'est pour un besoin de partage. C'est pour apporter une valeur. Et en fait, les personnes qui te suivent aujourd'hui et qui veulent investir, le fait d'investir, d'avoir leur liberté financière, ça ne va pas faire d'eux une feignasse dans la hamac, même si certaines personnes peuvent choisir ça. Ça va surtout donner la liberté de dire je vais soutenir maintenant mes enfants dans leurs projets personnels, je vais soutenir mes proches, je vais me mettre à la peinture que j'ai toujours rêvé. Maintenant, pour quelqu'un qui veut démarrer de zéro, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, une des meilleures stratégies, et justement c'est une de celles que je partage dans mon livre, c'est la stratégie du fondateur de Skype, qu'il appelle innover avec des zéros. En fait, innover avec des zéros. Quand on comprend cette stratégie, ça nous permet de nous lancer même quand on n'a pas un gros capital de départ. Cette stratégie, elle consiste à identifier les dépenses et les investissements typiques nécessaires dans le secteur où on se lance. Donc, dans l'entrepreneuriat, je vais te donner un exemple. J'ai créé une école de danse latine basée à Nantes. Donc, ce n'était pas sur Internet. J'avais des élèves, je leur donnais des cours. Cours de salsa classique. Eh bien, une école de danse, typiquement, les coûts. Tu dois payer ton plus gros coût, c'est ton local. Éventuellement, si tu embauches des professeurs, et ensuite tu peux avoir un webmaster, des gens qui s'occupent de ta pub, etc., etc. Mon but, c'était de me lancer avec très exactement 0 coût, parce que mes économies étaient en train de fondre comme neige au soleil, parce que ça m'a pris 1 an avant de lancer mon entreprise, au moment où j'ai pris la décision, donc je l'ai fait. Pour ce temps-là, je ne touchais pas de chômage, parce que j'avais démissionné. Mes parents, je n'osais pas leur demander d'argent ni rien, donc je voyais mes économies fondre comme ça, donc il fallait que je me lance avec ça. Et quand je me suis lancé, j'ai dit, OK, comment est-ce que j'élimine le loyer? Je suis allé voir des bars. Au début, je suis allé voir tous les bars latinos. Et ensuite, je suis allé voir même un bar, techniquement pas latino, mais un bar espagnol, tu vois, ambiance espagnole, pas du tout salsa. Je suis allé leur dire, mais voilà, en fait, je vais commencer à donner des cours. Je vais avoir des élèves. Si je donne les cours dans votre bar, en plus, il y a un parquet, il y a un miroir. Si je donne les cours dans le bar, après, mes élèves, ils vont rester, ils vont consommer. Vous, ça vous fait de la clientèle gratos. Vous n'avez rien fait pour faire le marketing, c'est moi qui le fais. Et moi, ça me fait une salle gratis. Et donc, j'ai eu mon partenariat comme ça. Donc, du coup, maintenant, le loyer, 0. C'est moi qui donnais les cours. Donc, salaire des profs, 0. C'est moi qui donnais les cours. J'ai concentré mes cours en termes d'heures pour être capable de prendre le max d'élèves à la fois pour tenir dans un minimum de temps. Donc, je donnais mes cours lundi, mercredi, jeudi, 3 heures par soir. J'étais au taquet. Mais du coup, ça me permet de limiter en fait tous les coûts au minimum. Le coût de marketing, c'est moi qui faisais, j'ai appris en fait à faire des publicités sur Google Ads en faisant une recherche dans Google qui était comment faire de publicité dans Google AdWords. Tu vois donc, on choisit la voie de l'entrepreneuriat, même si on choisit une activité entre guillemets dite traditionnelle, en fait, on liste ses dépenses et investissements typiques et ensuite, en partant de la plus grosse, on cherche comment est-ce que je peux non pas diminuer, mais éliminer totalement ce coût. C'est la stratégie d'innover avec des équipes. Et donc, dans l'immobilier, on va se poser la même question en fait. On doit investir. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes coûts de lancement, de démarrage du projet soient vraiment
minime, de sorte que moi, j'ai la mise de départ minimale, la mise de temps minimale. Et pour ça, il faut aller se former auprès des experts. Il faut oser faire ce que j'appelle poser des questions bêtes à des gens brillants. Et ils vont nous dire, ben voilà, en fait, oui, tu n'as pas besoin de faire tel travaux, tu peux faire de la récup, tu peux avoir une subvention, etc. Donc ça, c'est clair que la formation est… à l'inverse, voilà, c'est comme tu dis, c'est éliminer les surplus de coûts, mais la formation, c'est vraiment pas un coût, c'est un investissement qui derrière permettra d'éliminer ce qui est et surtout ne pas perdre d'argent, ne pas faire d'erreurs. Et peu importe si c'est un immobilier ou si c'est dans un autre facteur. Et cette politique du zéro, Innover. ouais, Innover. est très, est très puissante, je pense. Et est-ce que du coup, donc ça, c'est un exemple pour un business physique. Si demain on a un membre de la formation ou de l'audience, donc la formation, du coup, que je lancerai bientôt en utilisant ta méthode du coup du lancement orchestré. Pour trouver, là, comme tu l'as dit, vraiment la stratégie la plus puissante pour avoir le minimum de coûts et dégager le maximum de cash flow. Donc, si une autre personne veut lancer à la même idée, enfin, elle a même une offre sur Internet, peu importe si c'est un immobilier ou c'est sur un autre sujet, quel conseil à l'idée identique que ce que tu as dit sur la première stratégie du business physique, est-ce que tu aurais aussi un exemple de stratégie à mettre en place? Est-ce que voilà, le lancement orchestré, c'est la stratégie? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment est-ce que tu referais la chose, toi? Je veux dire, pour innover avec des zéros ou pour faire le lancement de l'activité? Pour faire le lancement de l'activité. Sur, du coup, pas un business physique, mais un business sur le web. D'accord. Donc, alors, pour faire ma petite page de pub, j'explique tout ça dans le livre, mais je vais l'expliquer là. Si tu veux, la clé en fait que beaucoup de gens ne se rendent pas compte quand ils sont en train de se dire je vais lancer mon activité sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà un réseau qui s'appelle le réseau faible. Donc, notre réseau fort, c'est votre meilleur ami, vos trois potes avec qui vous allez au ski, nos parents, nos frères et sœurs, les gens avec qui on passe du temps tout le temps, notre femme, etc. Ça, c'est notre réseau fort. C'est les personnes qui savent exactement ce qu'on est en train de faire, ils savent ce qu'on est en train de traverser, ils savent ce qu'on est en train de préparer comme lancement, ils sont au courant de nos projets parce qu'on leur parle. Notre réseau faible, par contre, il compte des centaines de personnes. Et si vous êtes quelqu'un de très extraverti, ce qui n'est pas mon cas, vous allez en avoir quelquefois des milliers. Notre réseau faible, c'est tous les autres parents de l'association de parents d'élèves, ce sont nos voisins de palier, ce sont les gens qui font partie du conseil de copropriété, les gens qui sont inscrits au même club de tennis que vous, les anciens qui étaient au lycée avec vous et que vous avez encore sur Facebook. Ce sont toutes ces personnes qui sont, s'ils vous croisent dans la rue, ils vont vous reconnaître. Si vous envoyez un texto, ils vont voir qui c'est, d'accord? Mais ils ne savent pas que là, en ce moment, vous avez décidé de lancer un business sur Internet de cours de yoga à distance. Ils ne sont pas au courant parce que vous n'en avez parlé qu'à vos proches. Et en fait, maximiser le réseau faible, c'est la meilleure stratégie pour justement innover avec les zéros quand on lance une activité sur Internet, pour pouvoir démarrer sans avoir des coûts publicitaires énormes. Il y a deux moments où on va solliciter notre réseau faible. Premièrement, on va faire ce que j'appelle le coup de semonce, c'est-à-dire contacter toutes ces personnes et dire bonjour un tel, petit message personnalisé, et tout le reste c'est copier-coller. Hein, mais il y a juste bonjour un tel, j'espère que tes deux filles vont bien, tu vois, voilà, ok. Et maintenant le message copier-coller qu'on envoie à tout le monde, qui est en ce moment je prépare un projet de cours de yoga que je compte lancer sur Internet. Ça s'adresse bien sûr, le public, donc ça s'adresse aux mères de famille qui veulent retrouver leur poids de forme, mais sans faire des exercices physiques épuisants. Hein. J'ai fait un petit sondage à ce sujet. Est-ce que si ça te concerne, est-ce que tu peux y répondre? Et si tu connais des personnes, est-ce que tu peux leur faire suivre, s'il te plaît? Donc ça, c'est le coup de semonce. Ça nous permet de faire une étude de marché, que j'appelle l'étude de marché express. On envoie un petit sondage où on va recueillir quelles sont les difficultés, quels sont les besoins, quels sont les mots utilisés par notre public et quel est leur budget. Grâce à ce sondage, donc il y a une méthodologie pour faire ça, grâce à ce sondage, maintenant je sais exactement
quel problème je vais résoudre avec mon produit, à qui je m'adresse, comment je vais le vendre parce que je sais les mots exacts à utiliser et combien je peux le commercialiser. Et ensuite, donc, je vais ressolliciter mon réseau faible pour dire, mais voilà, bonjour Intel, je refais encore mon petit message personnalisé et ensuite le même message pour tout le monde où je vais dire, mais voilà ce que je propose, je vais commencer à partir du 17 mars à proposer tel service. Est-ce que tu connais des personnes intéressées avec qui je pourrais échanger? Et donc, paradoxalement, cette approche, donc ça c'est des textos et des emails. On envoie à tout le monde. On en a envoyé peut-être 300, tu vois. Même des personnes qui sont, même en étant introvertis, on a un réseau faible. En général, les statistiques montrent qu'on a au moins 400 personnes dans cet entourage, on va dire, secondaire. Et comme je disais, les réseauteurs acharnés, les gens qui font toutes les conférences, les gens qui sont dans plein d'activités, etc., ça se compte en milliers. Il y a des gens qui ont 5000 amis Facebook, mais des vraies personnes qui les connaissent. Et bien dans ce cas-là, tous ces gens-là, on va les contacter. Et si tu veux, ça, c'est notre première étape. Longtemps avant d'aller faire de la pub. C'est ça notre première étape, avec budget zéro. L'étape suivante après ça, c'est d'aller chercher un autre type de réseau qui est les apporteurs d'affaires et donc de trouver des personnes qui s'adressent au même public auquel nous voulons vendre, qui vendent des produits ou services qui sont non concurrents avec ce que nous voulons vendre et qui sont complémentaires. Et ça va nous permettre de nous faire connaître à leur audience, faire connaître ce que nous avons à proposer parce qu'on apporte une valeur qui est complémentaire. Donc, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, ils en ont un exemple aujourd'hui parce qu'on est en train de faire une interview qui apporte de la valeur à ton audience. Ce que je propose et ce que tu proposes n'est pas en concurrence directe. Toi, ce que tu proposes, tu as un accompagnement de haut niveau pour aider les gens à faire leurs investissements, à atteindre la liberté financière et à ensuite développer un projet entrepreneurial. Moi, ce que je propose, c'est l'accompagnement pour les entrepreneurs et les porteurs de projets à créer une entreprise, automatiser les ventes, devenir entrepreneur libre. Il y a une forte complémentarité, mais pas de concurrence. Donc, on peut être dans une super bienveillante. Et ça, dans tous les secteurs, on peut le faire. Je vends des conseils de yoga, je peux contacter des entreprises qui sont dans le bien-être et qui ne vendent pas le même conseil en yoga que moi, tu vois. Ouais, et pas se placer en concurrent et se placer comme un partenaire et se lancer comme ça. Non, c'est clair que c'est une très bonne stratégie, du coup, surtout quand on n'a pas de capital et quand on n'a pas de gros budget au départ. Oui, et avec la phase étude de marché, comme tu dis au départ, pour vraiment savoir à qui on s'adresse, quel est le problème qu'on a identifié et la solution qu'on apporte qui doit être alignée avec ce problème et avec l'attente des personnes. Et en ayant surtout une valeur et une solution qui marche. Parce que voilà, on n'est pas là pour vendre trouver une solution pour exploiter où il faut apporter de la valeur. Et ce que toi, tu fais très bien, c'est vraiment la valeur qui est derrière. Et qui permet, comme tu as déjà montré, d'avoir des résultats à partir du moment où on applique et on entreprend. Et donc, du coup, avant de parler de ton livre, juste, est-ce que tu aurais par exemple, une erreur à éviter dans ce mindset d'entrepreneur, du coup web, parce que c'est vraiment ce qui marche aujourd'hui assez facilement et qui permet d'être très rapide dans cette route vers la liberté financière pour se réaligner avec ses valeurs, avec ce qu'on croit au fond de nous et ce qui nous rend plus heureux au quotidien et du coup qui peut apporter plus de valeur au monde et plus de valeur à la société. Voilà, si demain quelqu'un veut se lancer, on a compris les techniques que tu dis vraiment pour se lancer, les points positifs à considérer. Et est-ce que tu as de l'autre côté un critère ou une erreur qui te vient en tête qui peut être importante pour les personnes qui veulent passer à l'action afin de ne pas la commettre? Alors, je vais te dire de mon expérience personnelle douloureuse et d'avoir accompagné beaucoup de personnes, il y a en fait un principe qu'il faut respecter si on veut atteindre la liberté financière avec son entreprise. Et quand on bafoue ce principe, si tu veux, c'est une des plus coûteuses erreurs qu'on puisse faire. Okay. Et donc, je vais en parler parce que je pense que ça va parler en fait à toutes les personnes qui sont dans cette optique de devenir libre financièrement. Et donc, ce principe, c'est les 4 lois de l'argent.
Pourquoi est-ce que je dis que j'ai découvert ça à mes dépens? C'est parce que, tu vois, sur les, on va dire, 5 premiers millions d'euros de chiffre d'affaires que j'ai fait sur Internet, euh, très exactement 5 millions sur les 5 millions sont partis en fumée quelque part sans que je sache où c'était. Incroyable. Non, ça ne servait à rien pour ma liberté financière. Et c'est même pas pour dire que, si tu veux, je conduis pas de voiture de luxe, je suis pas particulièrement matérialiste. Donc, c'est même pas pour dire, encore si je te disais, sur les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai acheté une villa immense pour 1,5 million à Malibu et j'ai acheté une Bugatti Veyron et donc du coup, j'ai pas eu cet argent. Encore, j'aurais eu un truc, tu vois. Non, Ouais. littéralement, on m'a juste filé entre les doigts et a disparu et j'étais comme j'étais au premier jour, tu vois. Et donc, parce que je n'avais pas compris à l'époque les 4 lois de l'argent. Donc, ces 4 lois à respecter pour éviter de commettre les erreurs coûteuses. La première, c'est la loi du qui, c'est tu te paieras en premier. Et ça, que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur, c'est indispensable. Ça veut dire, et les gens pensent qu'ils se payent en premier quand ils disent, mais oui, mais j'ai un livret A, et à la fin de chaque mois, tout l'argent qui reste, je le mets sur ce livret A, donc je me suis payé en premier. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Se payer en premier, c'est dire, sur ma rémunération, à la minute où elle arrive sur mon compte, il y a tel pourcentage. Thierry Becker recommande au moins 10%. Au fur et à mesure du temps, ça augmente. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 65% de mon revenu que je mets de côté pour l'investir, sans même parler d'épargne pour, je sais pas moi, au cas où la voiture de ma femme tombe en panne, moi je n'ai pas de voiture. Donc tu te paieras en premier, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi du combien. Tu seras rentable dès le premier jour et jusqu'au dernier. Alors si on est salarié, on ne s'en préoccupe pas particulièrement. On part du principe que si on a de salaire, c'est parce que l'entreprise se débrouille pour être rentable et pour payer. Si on est entrepreneur, c'est indispensable. C'est-à-dire en fait, je conçois tout mon projet entrepreneurial pour que cette entreprise soit rentable. Je ne calcule pas le prix de mes produits uniquement en fonction de ce que font mes concurrents. Je le calcule en fonction de combien je compte me payer et combien je peux faire de marge par produit. Et je fixe pour que chaque vente ait une marge positive. Troisième loi de l'argent, c'est la loi du quand. Tu gagneras l'argent avant de le dépenser. Et ça, pour moi, ça vaut aussi bien pour un bien immobilier que pour une entreprise. Donc, pour une entreprise, ça veut dire je ne fais pas imprimer de carte de visite. Je ne paye pas 5 000 € à un webmaster pour me faire un site web de dingue que personne n'ira visiter. Je ne vais pas acheter du matériel vidéo super coûteux pour faire mes vidéos. Je vais prendre mon smartphone que j'ai déjà, je vais faire mes vidéos avec et je vais gagner l'argent avec jusqu'à pouvoir me dire après, et donc, pour un bien immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont se dire, ça fait 1 an que j'ai mon bien, ça tourne, j'ai mis en colocation, ça a apporté un peu de cash flow. Mais là, j'aime pas trop la baie vitrée ou j'aime pas trop la couleur des murs. Je vais mettre… Et en fait, quand je regarde le projet, je me rends compte, mais en fait, ils vont mettre plus d'argent pour refaire la baie vitrée ou le mur parce qu'ils ont eu comme cash flow sur toute la première année du bien. Et donc, en fait, ça servait à quoi d'acheter le bien il y a 1 an si c'est pour dépenser plus d'argent qu'on en gagne? Ça n'a aucun sens. C'est clair. Donc, ça, c'est l'erreur. L'erreur classique, c'est de faire un bien comme on voudrait y vivre en vie de rêve et pas de se rendre compte, mais en fait, si j'ai fait cet investissement, c'est quand même pour que ça m'amène à la liberté financière. Et quatrième loi, c'est la loi du pourquoi, c'est-à-dire utiliser l'argent pour acheter notre liberté et non pour notre amour propre. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de voiture de luxe. Je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent. Donc, c'est extrêmement libérateur parce que ça rapproche énormément la liberté financière. La liberté financière, quand on veut en jeter, impressionner les autres, ça coûte beaucoup plus cher et c'est inatteignable que la liberté financière quand on veut en fait vivre notre propre vie de rêve. Donc, pour moi, c'est plus important de vivre, par exemple, face à la mer que d'avoir une grosse voiture. Alors, j'ai pas le permis, c'est toute une autre histoire. Mais tu vois, je pourrais acheter cash une Lamborghini neuve, mais ça n'a pour moi strictement aucun intérêt. Ça ferait mieux dans les vidéos, je suppose, plutôt que de voir, tiens, Sébastien, en fait, il se balade à vélo au bord de la mer. Tu vois, mais c'est une question de choix personnel. Et donc, on est libre financièrement quand on utilise notre argent pour notre liberté, pour notre bonheur, et pas pour notre amour propre. C'est quelque chose que j'ai appris notre de ego.
Ouais. L'ego, c'est dur de réaliser. Il y a beaucoup de travail de développement personnel dans tout ça sur la part de l'ego, dans pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et moi, je l'ai vraiment compris en tant que j'ai travaillé pendant 10 ans voilà, dans une grande entreprise, comme tu l'as dit tout à l'heure, une autre. Mais je travaillais pour nourrir mon ego, quoi. Et après, je me suis aperçu que ça ne me rendait pas heureux. Et c'est à partir de là qu'on remet en place pas mal de principes qu'on nous a fait croire et qu'on nous a éduqués, enseignés durant des années. Et on commence à chercher, à se former et à passer à l'action et qu'on arrive vraiment à se construire une vie un peu plus alignée avec nos attentes. Et alors, du coup, pour rapprocher un peu vers la fin de cette vidéo, justement, le fait d'être aligné avec ces principes et tout, je pense que c'est un peu un message que tu essaies de transférer ou d'enseigner à travers ton livre, ton deuxième livre, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'essence et le message que tu veux vraiment faire passer au-delà entrepreneur libre? Déjà, le titre veut en dire beaucoup sur le sujet, quoi. On n'est pas là pour se créer une boîte où on est plus stressé que salarié, où on est plus mal à l'aise, où on est à la rouge dans le mois ou à la fin du mois. Entrepreneur libre, ça veut dire vraiment quelque part aller vraiment vers la liberté de travailler comme on veut, où on veut, quand on veut. Enfin, du moins, c'est la compréhension que j'en ai. Et du coup, je suis très curieux que tu nous en parles un petit peu. Donc, le livre s'intitule donc Profession entrepreneur libre. C'est le guide pratique pour gagner votre liberté en vous mettant à votre compte. Et j'ai écrit ce livre parce qu'en fait, j'ai rencontré une statistique il y a maintenant 2 ans qui m'a fait une réalisation soudaine. 37% des Français savent que créer leur entreprise, c'est un projet de vie. Ils savent qu'ils veulent le faire. Mais en fait, sur ce pourcentage, quand j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte, mais attends, c'est pas possible, ça fait presque 20 millions de personnes. Il n'y a clairement pas autant d'entrepreneurs. En fait, parmi les gens qui savent qu'ils veulent être à leur compte, il n'y en a que 1 sur 20 qui se lancent chaque année. Et ça, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé, OK, pourquoi est-ce que les gens n'osent pas le faire? Et je suis donc parti en mission. Nous avons mené, en fait, avec le mouvement d'entrepreneuriat libre, une étude auprès de 201 projets, porteurs de projets, qui chaque année se fixent ça comme bonne résolution, mais passent jamais à l'action. Et en fait, on a déterminé qu'il existe 79 bonnes raisons de ne pas lancer son entreprise et seulement 8 raisons un peu folles de le faire quand même. Donc, en fait, dans le livre, ce que j'ai choisi de faire, c'est raconter les histoires de 9 entrepreneurs qu'on suit tout au long de leur parcours entrepreneurial et de donner en fait tous les outils pour prendre confiance, pour se lancer, pour mettre son projet sur pied, pour faire les premières ventes. Mais en fait, de ne pas le faire sous un mode scolaire, comme la plupart des livres sur l'entrepreneuriat. C'est soit des manuels un peu scolaires avec des tableaux Excel interminables sur le business plan et personne ne veut lire ça, soit des livres, alors certes inspirants, mais on ne se reconnaît pas du tout dans la biographie de tel entrepreneur multimilliardaire américain. Et où quand on le lit, on se dit, bon, c'est super ce qu'il a fait, mais moi, je ne veux pas être américain ou multimilliardaire. Et donc, ce n'est pas moi, en fait. Donc, j'ai préféré raconter en fait les histoires vraies de 9 personnes qui se sont lancées, qui ont développé leur activité, qui sont devenues entrepreneurs libres. Il y en a un dont je raconte l'histoire qui n'a pas réussi. Et du coup, j'explique aussi pourquoi. Pourquoi? Mais avec des profils très, très variés. Autant le jeune qui se lance à 16 ans en voulant être coach en développement personnel, donc qui a dû affronter pas mal de rebondissements, que Jeanne, mère célibataire, qui affronte un burn-out à son job, qui décide de démissionner, un peu toute sa famille lui dit mais tu es folle, garde ta situation, tu devrais rester bien dans ce job même si tu es malheureuse, et qui décide quand même de lancer son entreprise. À William qui se lance à 60 ans sur un business sur Internet en commençant par faire un e-book et ensuite lancer d'autres activités. En fait, je raconte en fait tous les rebondissements. Donc, ça se lit en fait, on va dire, comme un roman, mais en fait, toutes les stratégies de lancement, de développement d'activités dont on a besoin pour se lancer. D'accord. Et du coup, si on veut le trouver, on le trouve comment? Il est dans toutes les librairies de France, de Navarre, du Québec, des DOM-TOM et des pays francophones. C'est aux éditions Alizio Albin Michel, donc c'est un gros éditeur. Et si votre libraire n'en a plus en stock, vous dites voilà, je veux profession entrepreneur libre. Mais sinon, une autre ressource, donc il y a beaucoup de bonus en complément avec le livre.
Et un des bonus, si les gens veulent y accéder tout de suite, si par exemple, je sais pas, votre libraire n'a pas encore le livre, pour avoir l'accès gratuit, c'est un atelier que j'organise où nous faisons les conseils en fait en direct avec les personnes qui sont en train de lancer leur projet. Et c'est sur 15 jours pour entreprendre.com. Et l'accès à l'atelier est gratuit et contient beaucoup des bonus qu'on retrouve aussi dans le livre. Donc, même quelqu'un qui veut se lancer et qui n'a pas les 25 euros pour acheter le livre en librairie, il n'y a pas d'excuse puisqu'il y a cet atelier en fait, pour avoir du feedback en fait, sur son projet, pour se lancer et pour réussir. D'accord. Ben, si tu veux, on pourra mettre tous les liens de toute façon en description de la vidéo. Et puis, voilà, on vous remercie pour cette écoute. Est-ce que tu as d'autres points à rajouter pour conclure? Je dirais que le mot de la fin, le message que je fais passer à travers mon livre, à travers le mouvement des entrepreneurs libres, c'est que devenir votre propre patron, c'est la seule façon d'être enfin libre et de vivre la vie de vos rêves. Et devenir son propre patron, pour certains, ça commence direct comme moi par entrepreneuriat et ensuite, à partir de l'entreprise, on génère les sous pour investir. Pour d'autres, ça commence par se créer le revenu qui remplace notre patron actuel et ensuite on peut développer nos projets entrepreneuriaux. Mais en tout cas, il y a un impératif qui est de vivre la vie libre que vous avez choisie. Et ça se passe maintenant. Il ne faut pas le mettre en bonne résolution de début d'année tous les ans. C'est aujourd'hui que votre vie se joue et que vous avez l'opportunité d'être enfin entrepreneur. Ben écoute, c'est super. Je n'aurais pas dit mieux en conclusion. Ben, je vais du coup juste rajouter que si l'interview vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner du coup à cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des commentaires. On se ferait un plaisir de vous répondre et d'échanger, de débattre sur le sujet et vraiment de vous aider à passer à l'action, peu importe si c'est avec l'immobilier ou avec la voie d'entrepreneuriat au départ. Mais vraiment, il faut aujourd'hui, voilà, 2020, passer à l'action et ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'au final, ben, on n'est pas heureux et le monde, la société n'est pas, ne va pas s'améliorer. Et l'avenir qu'on veut pour nos enfants, ta fille, mon fils, et nos enfants à tous, c'est qu'ils soient dans un monde bienveillant. Et donc, pour ça, ben, c'est pas le gouvernement, c'est personne qui va amener les changements, c'est nous, le peuple, qui peuvent vraiment arriver à créer un système un peu différent. Et je crois vraiment en l'immobilier et en l'entrepreneuriat. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laissez vos commentaires. Vous trouverez aussi en description de cette vidéo des liens pour télécharger des méthodes d'investissement en immobilier pour passer à l'action rapidement et sereinement. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça va vous aider. Et puis, on espère avoir de vos nouvelles avec Sébastien. Voilà, au plaisir, à très bientôt, on espère. Bye bye.